Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live du Club de la Presse Strasbourg Europe. Je suis Théo Aberbuch, directeur de la rédaction de Newstank, un média professionnel spécialisé sur l'éducation, et j'accueille Michel Denneken, président de l'Université de Strasbourg. Michel Denneken, bonjour et merci d'être avec nous. Merci. Nous avons une heure ici à la librairie Kléber pour évoquer l'université que vous présidez depuis 2016 et vous venez d'être réélu le 19 mars pour un second et dernier mandat de 4 ans. Je vous présente en quelques mots pour les Strasbourgeois et les autres spectateurs qui ne vous connaîtraient pas dans le détail. Vous êtes professeur des universités en théologie catholique. Vous avez été doyen de la faculté de théologie catholique de l'université qui s'appelait à l'époque Marc Bloch, c'était de 2001 à 2009. Et puis à Strasbourg, les universités ont fusionné et vous en avez été vice-président, d'abord en charge des finances, puis de la formation. Vous êtes aussi, et ça a d'ailleurs fait l'actualité, ecclésiastique, vous êtes prêtre catholique, ça vous a valu dans votre premier mandat un recours devant le Conseil d'État qui n'a rien trouvé à redire sur le sujet, jugeant même la question non sérieuse, mais ça vous a occupé un petit peu. Pas moi. Le Conseil d'État. Ensemble, nous allons parler de cette université bouleversée par un an de crise sanitaire, parcourue, comme partout en France, par des tensions, des débats. Nous allons parler de la science aussi, à l'heure des fake news et des anti-vaccins. Et nous allons bien sûr parler des jeunes, et commencer par cela. Vos quelques 50 000 étudiants, je crois que c'est ça, qui vivent depuis un an une période très compliquée. Voilà, on va démarrer sur cette crise sanitaire et puis finalement en vous demandant, après un an, puisqu'on fait un an de crise sanitaire, on célèbre, comment va l'université ? Est-ce de la provocation de dire aussi bien que possible ? Aussi bien que possible parce que depuis un an, on a connu des vagues. Il y a la troisième vague de la Covid, mais il y a aussi des vagues dans l'administration de l'université. Je dirais que l'engagement incroyable des personnels, et quand je dis personnel, c'est les administratifs, techniques et enseignants, qui s'engagent vraiment pour que la continuité de l'action, qu'elle soit pédagogique ou scientifique, se fasse au mieux possible ou de la manière la moins dégradée. Donc, je dirais que les examens ont lieu en juin, en septembre, on les fait, ils ont eu lieu à Noël, les cours sont dispensés, depuis un mois maintenant, on peut accueillir 20% des étudiants sur le campus, là depuis 2-3 jours, les étudiants fleurissent, d'ailleurs ça donne vraiment, c'est un printemps qui devrait nous réjouir, mais ça donne un coup de bourdon quand on voit ces jeunes sur le gazon, parce qu'on dit qu'ils devraient être 4 fois plus nombreux, et les frustrations sont encore plus grandes quand il y a le printemps, quand il y a les beaux jours. Donc, ce qui est vraiment préoccupant aujourd'hui, c'est que, on l'a dit entre présidents d'université, et d'ailleurs c'est à partir de ce moment-là que beaucoup de médias se sont intéressés à nous, quand j'ai dit avec d'autres que le Covid ne tue pas les jeunes, mais la détresse, la précarité sont en train de faire toute une génération de jeunes. Alors on parle de sacrifier, je crois que le mot n'est pas trop. Une génération fatiguée déjà, qui devrait être enthousiaste et qui vit très mal. On sait que les indicateurs de santé mentale sont extrêmement alarmants. Et ça a été sous-estimé de votre point de vue, là, si on refait sur un an, la santé, la précarité des jeunes, ça n'a pas été assez pris en compte ? Première vague, j'ai, comme beaucoup, peut-être est-ce que je n'ai pas assez regardé, ou entendu, ou écouté, première vague, on découvre la précarité étudiante comme une réalité impressionnante. Bon. Celle qui est préexistée, je ne parle pas de celle liée à la crise sanitaire. Et puis on a ajouté des éléments dégradants, puisque les plus précaires sont ceux qui n'ont pas trouvé d'avion ou de train pour rentrer, qui habitent loin, qui ont donc été pendant 3 mois confinés dans une chambre d'étudiants. Et donc c'est là que la problématique de la santé mentale nous est apparue par les médecins, par les psychologues, par les camarades qui nous signalent des cas typiques de fatigue, de ne pas avoir envie de se lever le matin, pour se mettre devant un écran. Et ce qui nous a alerté encore davantage, pardonnez-moi de le dire, ce sont des bons étudiants et des étudiants qui ne sont pas forcément en première année qui sont atteints. Pas seulement pour imaginer que les petits nouveaux, la fragilité, l'éloignement, oui, il y en a beaucoup, mais en fait, tous sont atteints. Tous sont atteints de cette fatigue mentale.
À Strasbourg, on a vu des files d'étudiants aussi chercher de la nourriture. Alors c'est des images qui frappent. Est-ce qu'on peut quantifier finalement le nombre d'étudiants je disais, il y en a quand même 50 000 à l'Université de Strasbourg. Est-ce qu'on parle de 1000, de 2000, de 10 000 étudiants qui ont été en grande difficulté? Dans ce que nous savons, ceux qui sont sur place, nous sommes probablement autour de 2-3 000 étudiants qui avaient besoin d'une aide quotidienne. Je rappelle quand même que 32% des étudiants travaillent pour financer leurs études. Quand les boîtes ont fermé, vous savez que ces jeunes travaillent surtout dans des métiers de service et de bouche. C'est les premiers impactés et ils n'ont toujours pas rouvert. Donc, ils ont un manque à gagner. Donc, déjà un revenu extrêmement faible, une précarité qui est aussi numérique. Et là, on pourra peut-être parler aussi de tout ce qui a été entrepris avec l'Eurométropole, le département, la région, les sponsors de la fondation qui s'est mobilisée pour distribuer des centaines d'ordinateurs, de clés, de 4G. Donc là, il y a des choses qui ont frappé les Strasbourgeois, des queues d'aide alimentaire, et en même temps une précarité numérique qui, à l'heure du tout numérique, est évidemment un vrai handicap. Ces étudiants, ils ont eu une vraie continuité pédagogique. Les enseignants étaient là, ou est-ce que il y a des enseignants qui ont disparu et des cours qui n'ont pas pu se tenir? Est-ce qu'on est face à des étudiants? Vous avez utilisé le mot sacrifié, il est parfois contesté par vos collègues aussi. Ça voudrait dire qu'ils ont eu un enseignement de moins bonne qualité, des diplômes qui auraient moins de valeur. Sacrifier, pour moi, ce n'est pas seulement la question des études. C'est la question de ce qu'un jeune de 20 à 25 ou 26 ans fait au moment où il a cet âge-là. C'est-à-dire la construction de soi, la rencontre de l'autre, les choix de vie. C'est ça, c'est pas seulement les études. Là aussi, il y a plusieurs vagues. Pour la première vague, on a paré au plus pressé, c'est-à-dire qu'on a utilisé le numérique comme une roue de secours. Puis quand la roue de secours commence à être sur la voiture très longtemps, on s'aperçoit qu'il faut mettre des pneus neufs, on ne les a pas. Deuxième vague, les profs ont fait énormément d'efforts pour eux-mêmes se mettre à une pédagogie du numérique. Très, très peu y étaient vraiment préparés. Et c'est devenu le moyen normal ou habituel de l'enseignement. Là, nous sommes contents, mais en même temps, c'est là qu'on découvre que le tout numérique est un facteur de fatigue, de stress et de découragement, autant du côté de l'écran prof que de l'écran étudiant. Et là, il y a la troisième vague, c'est clair, les étudiants comme les profs sont fatigués, ils en ont marre, d'où les mouvements d'humeur en janvier-février, d'où une ministre de l'enseignement supérieur qui, au gouvernement, n'est pas celle qu'on écoute le plus, alors qu'elle portait la voix des universités, on disait il faut ouvrir. Bon. À force de le dire, et que depuis que d'autres ministres en ont pris conscience, M. Castex est venu à Strasbourg il y a 2 mois, 1 mois et demi, ils s'aperçoivent qu'on ne raconte pas de salade. Il y a un vrai problème. Je pense qu'un dirigeant, que ce soit politique ou professeur d'université ou président, il doit faire la distinction entre le risque et le danger. Et j'ai l'impression que l'affolement médiatique fait qu'aujourd'hui, plus personne, et typiquement le retrait de l'AstraZeneca est typique, il n'y a pas plus de mortalité qu'avec un vaccin de la grippe, mais dans ce contexte complètement hystérisé, on a fait machine arrière. Donc c'est ça le problème qu'on a, c'est que tenir un cap dans un contexte où les scientifiques, les politiques ne savent plus estimer vraiment le danger face au risque, c'est évident qu'un homme politique ne veut pas prendre de risques. Les écoles sont restées ouvertes, oui. Les classes préparatoires sont restées ouvertes, oui. Les BTS sont restés ouverts, les universités ont fermé avant de rouvrir un peu, vous le disiez, 20% maintenant. Est-ce que les universités auraient dû rester ouvertes ? Bien entendu. Ça a d'ailleurs rallumé d'autres questions sociétales. Pourquoi les prépas ? Est-ce que ça reste de nouveau les chouchous de la République ? Comme par hasard, exception française, sous prétexte qu'ils sont dans des lycées. Mais un lycée, je crois savoir qu'il y a eu des sacrés clusters dans le lycée. Et nous avons fait la preuve, nos recteurs ont été sur place et elles en ont convaincu notre préfète, qui en a été d'accord, pour dire que nous respections très fortement, et les jeunes en premier, les gestes barrières,
On a un CHSCT qui était très vigilant. Je pense qu'on aurait pu relever le défi de rester ouvert, en tout cas dans la jauge à 50%. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on en payera le prix. Alors, quant à la question des diplômes, c'est pareil. Vous prenez des jeunes qui sont dans une année expérimentale du bac. Vous leur faites passer un bac dans des conditions inouïes. Résultat, 95% de réussite dans notre académie. Comment peut-on ne pas instiller dans leur tête qu'ils ont eux-mêmes la conviction qu'ils ont un bac dégradé? Il y en a qui sont contents de l'avoir eu. De même, les enseignants qui accueillent ces jeunes, qui ont très peur que la mise à niveau soit très difficile à cause du numérique. Ajoutez à cela que des diplômés, licence, master, se disent « mais est-ce que mon diplôme n'est pas une monnaie de singe ? Est-ce qu'un entrepreneur, un patron, va considérer que le diplôme 2020 de l'Université de Strasbourg, il ne va pas embaucher parce que c'est des diplômes dégradés ?» Ce qui n'est pas le cas, en tout cas un travail... C'est l'université de garantir cette qualité. Oui, mais sauf que cette qualité... J'en ai un exemple. Dans les licences professionnelles et dans beaucoup de masters, le stage est déterminant. On n'a plus pu faire de stage ou de manière extrêmement très dégradée. Donc les entrepreneurs savent eux-mêmes que les stages auxquels ils pouvaient inviter des étudiants n'ont pas eu lieu. Je constate, parlant avec quelques-uns au niveau de notre fondation, qu'il n'y a pas de suspicion généralisée que ce soit le président de la CCI, MEDEF, Chambre des métiers. Je suis très content de voir qu'il n'y a pas d'a priori sur cette année de diplôme qu'on vient de passer. Et quelles solutions, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre s'agissant des stages, s'agissant aussi, vous parliez de la fondation, quelles réponses ont été apportées? Beaucoup de nos partenaires socio-économiques et les enseignants-chercheurs se sont mis d'accord pour dire que un petit stage, c'est mieux que pas. Certains ont même fait des stages fractionnés, au lieu de faire les 2 mois légaux, etc., ils ont fractionné sur quelques semaines. Certains chefs d'entreprise ont accepté 2 jeunes en disant qu'il n'y aura pas de boulot pour les 2, mais il vaut mieux peut-être qu'ils soient en observation. C'est toujours une initiation au métier, etc. Donc on a trouvé des solutions dialoguées, bricolées dans le bon sens du terme, vraiment en trinomée avec nos services d'orientation, les enseignants-chercheurs, les services de la plupart des entreprises, donc la plupart des représentations syndicales des entreprises. Et des dons aussi, non, qui sont arrivés un peu comme jamais du côté oui. de la Fondation? Ça nous a été reproché d'ailleurs par un certain nombre de collègues qu'on faisait appel à la charité alors que c'est l'État qui doit payer. En attendant, quand c'est la crise, on ne regarde pas si le chèque arrive de Paris, surtout s'il met 8 mois. Donc ce qui a été impressionnant, c'est que cette fondation, nos fondations, puisqu'on en a 2 qui sont souvent décriées par certains, ont fait le plein. On a fait un appel en quelques jours, on a eu plus de 150 000 € pour les étudiants. Comme notre fondation abrite aussi les hôpitaux universitaires, on a été à plus d'1 million de dons, et des petits dons, il y a des gens qui donnent 50 €, il y a des particuliers, on a augmenté de 2000 le nombre de donateurs, et donc ça montre que c'est de la générosité, mais c'est pas de la pitié, c'est pas de la charité. Et l'État, parce que vous parliez du chèque de l'État, il a répondu présent, l'État? Alors l'État nous a demandé de faire remonter évidemment tous les surcoûts qu'entraînait la crise, l'achat d'ordinateurs, le développement du numérique, la formation des enseignants en accéléré pour certains, des tuteurs étudiants. Donc oui, nous avons fait remonter la facture et il y a des retours, il y a des négociations. J'en ai un exemple, par exemple, on nous a attribué 600 000 € pour embaucher 300 tuteurs. Ils sont à peu près au complet, que nous formons. Chaque tuteur est répondant à une question. Enfin, il n'y a pas un exemple type, mais chaque formation a besoin de tel ou tel type de tuteur. Ça peut aller d'un répétiteur à une étudiante qui fait vraiment du tutoring à l'individu. Et la facture totale, vous l'avez estimée à ce que Non, elle est pour le moment difficile à estimer, dans la mesure aussi où, dans cette période de crise, il y a des tas de choses qu'on ne fait pas. Et donc, on a aussi fait des économies.
de mauvaises économies. Hein. Économiser un corps humain sur lequel on économise la nourriture, ça veut dire qu'il s'affaiblit. Et en fait, on ne voyage plus. Donc, c'est des millions d'euros qu'on ne dépense pas, mais qui sont déjà engloutis dans la gestion de la crise. Hein. Donc, le bilan comptable lui-même mérite encore un peu d'être affiné. Alors, on voit que des efforts ont été faits pour aider ces étudiants. Un chiffre qui m'a frappé au niveau national, je précise bien que c'est un chiffre national d'un observatoire de la vie étudiante qui fait référence, qui dit que pendant la crise, le lien avec les établissements, le sentiment d'intégration, pour être précis, s'est fortement dégradé, au point que seulement 15% des étudiants, encore une fois en France, hein, c'est pas à Strasbourg, se disent pleinement intégrés à leur établissement. Est-ce que cette crise n'a pas amené un délitement finalement du lien entre l'étudiant et son université, sa composante, son école? Personnellement, je ne vois pas ce qui pourrait être le contraire. Oui. Le sentiment d'appartenance, c'est quand même un campus, des copains, des profs, des bistrots, des cinémas. Souvent, les étudiants de Strasbourg sont heureux d'appartenir à cette université. Mais il est évident que le sentiment d'appartenance, et les enseignants nous le disent, ils ont littéralement perdu dans le cyberespace des étudiants, qui ne répondent plus, qui n'écrivent plus, etc. Donc oui, c'est évident. Et d'ailleurs, c'est une réflexion à mener sur l'ensemble de la société. Depuis des années que fleurissent les outils Internet, ce sentiment d'avoir 4700 amis, 3500 likes, et dans la rue d'être un paumé solitaire, montre bien qu'il y a un leurre. Alors, il faut une crise pour montrer que c'est un leurre. Et aujourd'hui, les jeunes veulent du présentiel. Je crois qu'ils préfèrent un prof ennuyeux. Il n'y en a aucun à Strasbourg. Mais ils préfèrent un prof ennuyeux qui, de temps en temps, les engueule parce qu'ils font le chambard, plutôt qu'un cyberprof. Même si les cyberprofs, pour le moment, c'est la solution le pis-aller. Il en va exactement de même pour les personnels administratifs et techniques, puisque nous avons mis plus de la moitié des personnels en télétravail. Là aussi, retour positif, finalement c'est pas mal, mais quand c'est trop long et quand c'est toute la semaine, ça ne tient pas. Donc on va mener dans les mois qui viennent une réflexion pour les personnels, les personnels, les enseignants et autres, pour voir comment nous pouvons à terme aménager des lieux, avoir un type de matériel transportable pour que le salon ou la chambre à coucher ou la cuisine ne deviennent pas un lieu de travail qui gêne et l'employé et la famille qui est autour. Est-ce que tout est acheté là-dedans ? Est-ce que dans ce paysage vraiment compliqué, il n'y a pas des innovations, que ce soit sur la pédagogie, justement, sur les modalités de travail ? Est-ce qu'il n'y a pas du bon qui va ressortir de tout ça ? Les retours d'expérience nous montrent que une des solutions probablement, et là on parlait de coûts, ça va probablement coûter, on pense que par exemple l'hybridation, donc d'alterner, soit pour un même groupe, soit pour deux groupes qui se succèdent, numérique et présentiel, l'hybridation peut être un outil intéressant pour l'enseignement. Pour la recherche, c'est plus simple parce que les labos tournent dans des conditions d'hygiène renforcées. Tout ce qui est enseignement, disons au niveau doctorat, qui suppose des séminaires, moins de présence, fonctionne. Mais pour les premières années, l'hybridation, nous pensons que ça va être une piste à creuser. De même que pour le télétravail, oui, tout n'est pas à jeter. Nous avons des personnels qui n'étaient pas éligibles ou qui n'étaient pas amateurs de télétravail parce qu'on avait fait une expérience, mais pour très peu de gens, qui aujourd'hui nous disent, finalement, il y a des inconvénients, mais c'est aussi pas mal. Mais tous les types de métiers ne sont pas entièrement travaillables. On a une animalerie, on ne peut pas nourrir les souris et les poissons à distance. On a tout un travail de logistique qui se fait. Donc, voilà. Ça bouillonne, non, tout n'est pas acheté, beaucoup d'éléments sont à reprendre comme des éléments positifs de continuité, en sachant que nous avons essuyé une grave crise sanitaire, demain ça peut être une autre crise. Alors, vous avez politique, environnementale, voilà.
Vous avez évoqué le campus à plusieurs reprises. Strasbourg, l'université, c'est aussi un campus qui est dans la ville, qui a été désert une partie de l'année, là, qui est un tout petit peu plus peuplé maintenant. Est-ce que l'immobilier, le campus, va encore avoir un sens demain, finalement, ou est-ce que ça va devenir tout autre chose et un environnement très différent? Alors, je ne suis pas futurologue. Ce que je sens, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent revenir. Ils veulent revenir. En plus, il y a de belles choses très frustrantes. On est en train de terminer le studium, on est en train de terminer la manufacture des tabacs, on va construire une halle des sports. Donc, il y a des tas de projets enthousiasmants qui sont de beaux objets, de beaux immeubles. Je crois que le désir d'habiter un campus, c'est toujours pareil, quand on est privé de quelque chose devient d'autant plus précieux. Je ne pense pas du tout à la fin du campus. Que des bâtiments très tertiaires, avec beaucoup d'équipements évoluent, ça va être le cas. C'était déjà dans les tubes, mais ça va évoluer. Mais vous savez, ça fait depuis Socrate qu'on dit que les profs vont disparaître. Ils sont encore là, nombreux. Le rapport maître-élève, on voit qu'il se passe quelque chose en présence de l'un avec l'autre. Et même les étudiants les moins fanas, ou ceux qui sont plus partisans de sécher les cours que de les squatter, même ceux-là nous disent l'enseignant, le rapport enseignant-enseignant, et puis le rapport avec les condisciples. Donc non, le campus, à mon avis, si vous lâchez les étudiants sur le campus demain, ils partiront plus. Je pense qu'ils squatteront même la nuit. Ça nous fera une occupation de campus. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'occupation de campus. Non, mais ce sera une occupation joyeuse. D'accord. Alors, c'est bien, cette question-là nous permet de parler un petit peu de politique universitaire, parce qu'une université, c'est un président qui est élu après une campagne. Donc, c'est votre cas, une campagne, du coup, dans des conditions particulières. Oui. Est-ce que ça a même un sens de faire campagne sans pouvoir réunir les gens, sans pouvoir les voir? Nous les avons réunis, puisqu'on a fait une centaine de webinaires, de groupes de travail. Il y avait entre 20 et 70 personnes chaque fois. Donc ça veut dire qu'on a travaillé. Le projet, c'était un deuxième mandat, est toujours risqué, parce que le sortant peut se dire cette élection m'est due. Moi je pense qu'il faut faire une campagne de challenger, il faut se challenger soi-même. Le désavantage ou l'avantage du sortant, c'est qu'il a un bilan. Donc quand il promet des choses, les gens disent attendez, il l'a pas fait, il le fera pas. En revanche, ce qu'il a fait là nous permet de penser que finalement il le fera, aussi. Donc c'est une campagne de challenge, c'est une campagne d'équipe. On a fait un projet co-construit. Il n'avait pas de forme prédéterminée. Ça a été pour moi aussi, pour l'équipe, un moment très difficile parce qu'il y avait la crise et puis il y avait tout le mouvement LPR. Alors la LPR, ça pour nos participants, c'est peut-être pas quelque chose qui est très connu. Donc c'est la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui a suscité énormément de débats à la fois publics, Assemblée nationale, Sénat, mais aussi sur la place publique et dans les rues. Parce qu'un certain nombre de mesures de ce projet est considéré par certains comme étant un nouveau pas vers la libéralisation, une autonomie sans moyens et une université livrée à l'entreprise et au néolibéralisme. Comme dans tout débat, il y a du vrai et il y a de l'exagération. Donc ça tient à la fois la crise sanitaire rend difficile la campagne et des personnes que je souhaitais avoir en soutien d'une politique qui n'était pas convaincue de la LPR, d'un certain nombre de mesures. Et donc, en interne, on a beaucoup discuté sur ce à quoi je m'engageais. Et puis, on a fait, en pleine crise, animé notamment par vous, Théo, un débat au congrès de l'université, donc qui réunit... C'était chaud, hein? C'était chaud, mais ça a eu lieu. Ça a eu lieu. Je pense qu'il faut ne pas me distribuer des bons points, mais il fallait du courage collectif pour le faire. Je pense que un certain nombre de personnes qui hésitaient quant à mon engagement ont pu constater que Strasbourg resterait autant que faire se peut maître de son destin.
Et finalement, vous gagnez, vous êtes élu, on peut le dire, je crois, quand on regarde les résultats un peu partout en France, plutôt dans un fauteuil, hein, sans vraie opposition. Est-ce que ça, c'est pas finalement une mauvaise nouvelle, pas avoir une opposition claire dans un objet aussi compliqué qu'une université? Mauvaise nouvelle, non. Un risque d'avoir une trop grande majorité, parce que ça peut être l'endormissement, ou ça peut être la fracture de cette majorité. Donc elle doit rester mobilisée. Après, on peut l'expliquer. C'est-à-dire le groupe le plus opposant au premier mandat a démissionné au mois de juin, et ont tout de suite dit, nous n'irons plus jamais au CA. Le conseil d'administration, parce que là-bas, on ne nous écoute pas, on n'a pas le pouvoir. Le vrai pouvoir, il est au conseil académique. Et donc, ils ont dit, on va prendre le pouvoir au conseil académique. Et donc, forcément, et en même temps, vive la démocratie, le fait que cette liste ne se présente pas au conseil d'administration a redonné des ailes à des centrales syndicales qui, jusqu'alors, n'avaient plus d'élus au conseil d'administration. Donc la CFDT enseignants, la CGT enseignants, FO enseignants reviennent grâce à cette démission et à ce refus d'aller au CA. Et donc, oui, j'ai été élu très largement, mais je me réjouis de ce que dans ce conseil d'administration, il y ait plusieurs couleurs politiques, tant chez les enseignants, les étudiants, que chez les personnels BIATS, et c'est heureux. Et vous saurez écouter les opposants, puisque c'est ce qui vous était reproché l'année dernière par ceux qui ne sont plus là maintenant? Bon, on ne peut pas écouter des gens qui sont partis. Non, mais je veux dire, après, on peut toujours faire mieux. Mais la manière même dont nous avons construit le projet, co-construit, montre que nous avons été très à l'écoute. On a supprimé des projets qu'on voulait mettre, on en a ajouté d'autres qui nous paraissaient importants, et on va mettre le paquet dans les 6 premiers mois sur les ressources humaines. Ça représente 78% de notre budget. Alors ça, c'est le côté arithmétique, mais ça représente notre force de frappe. C'est-à-dire l'intelligence, tant pour les enseignants, les chercheurs, que pour l'ingénierie, que pour les personnels. Et là, on a besoin de faire des assises. Justement, on sera à l'écoute. On voit bien ce qui manque, c'est de l'écoute mutuelle. Beaucoup d'enseignants-chercheurs ne savent peut-être pas ce qu'est l'impératif d'une femme qui travaille à un guichet d'accueil dans une fac, ou qu'un homme qui tous les jours va s'occuper des souris. Et voilà. Et inversement, un personnel administratif ne sait pas forcément les impératifs d'un enseignant-chercheur ou d'un chercheur dans son labo. Donc il faut que nous comprenions ce qu'est un métier à l'université, que nous l'écoutions et que nous ayons déjà de l'estime pour ce métier-là, parce que aucun n'est inutile, sinon il ne serait pas là. Et on a besoin de ça. Et ensuite, besoin d'avoir des axes pour promouvoir les métiers, en sachant que les budgets sont contraints et que, contrairement à une légende urbaine, 95% des revenus d'une université telle que le nôtre, c'est encore l'État. L'État ou les financements qui viennent de Bruxelles ou de l'ANR, mais ça reste de l'argent public. Pour les Strasbourgeois, leur université, dans les 4 prochaines années, en quoi pensez-vous qu'ils la verront changer? Quels projets peuvent leur faire comprendre, finalement, où va l'université? Elle ne va pas changer au sens de ses missions. Formation, recherche, insertion professionnelle, diffusion des savoirs dans la société. Ce qui va changer, c'est probablement beaucoup d'éléments dans la pédagogie. Ce qui va beaucoup changer, c'est dans les thématiques et les recherches et les enseignements qui vont être abordés. On voit bien que nous sommes service public, donc nous sommes aussi mandatés par l'État pour conduire toute une génération de jeunes, pas seulement au diplôme, mais aussi à la vie en société. C'est ainsi que nous allons avoir de plus en plus des thématiques autour de l'environnement, c'est évident. Je crois que Strasbourg va développer davantage son positionnement européen, parce que nous sommes à la fois université du Rhin supérieur, université Épicure, labellisée par la Commission de Bruxelles. Nous sommes intégrés dans une ligue des universités européennes de recherche intensive. Je pense que cette affirmation
de l'Université européenne Strasbourg va être importante, d'autant que politiquement, on ne sait pas ce que les institutions européennes deviendront, mais nous, la géographie, elle est là. Je ne sais pas si le Parlement reste, mais le Rhin reste, l'Allemagne reste, la France, la Suisse, et ça, pour nous, c'est une conviction politique. Et le Parlement qui resterait, puisque vous en parlez, qui ne resterait pas à Strasbourg, ça peut être un problème pour l'université. Est-ce que l'attractivité de Strasbourg, c'est important pour une université ? Sur l'université elle-même, je ne pense pas. La vocation européenne de Strasbourg, ce n'est pas que le Parlement, il y a plein d'autres institutions, à commencer par le Conseil de l'Europe, par la Cour des droits de l'homme. L'attractivité du Parlement comme tel, peut-être pas tant que ça. Après, c'est une opportunité, parce que évidemment, on a énormément d'études en sciences politiques, en droit, qui ont régulièrement pignon sur rue au Parlement européen. En revanche, la vocation européenne de notre université ne faiblira pas, et je crois que c'est absolument déterminant, aussi dans le contexte des universités françaises. Et vous parlez du développement durable, on voit bien effectivement que les étudiants, les jeunes plus largement, en font une préoccupation majeure. Concrètement, là aussi, au-delà de dire qu'il y aura davantage de cours, que peut une université pour répondre à cette aspiration de ses étudiants ? C'est d'abord dans ses pratiques quotidiennes. Donc déjà dans la manière dont nous gérons les bâtiments, nos projets, notre campus. Ensuite, c'est d'instiller dans la formation, ça répond à beaucoup de demandes des jeunes, davantage de réflexion sur... alors ça va de la philosophie à la chimie, hein, bien entendu. Faire vivre le débat autour de ces questions. Y intégrer évidemment aussi toute la technologie de pointe, la recherche. Hein. Accentuer par exemple des partenariats. Je donne l'exemple, depuis 5 ans, nous avons un partenariat avec l'Eurométropole qui s'appelle SEV. C'est un prix qui est donné à des étudiants de Master 2 qui font leur stage dans une entreprise, souvent des petites entreprises, des start-up au niveau de l'Eurométropole, donc sur le territoire de l'Eurométropole, et qui, avec leur directeur d'études, donc prof, patron, et les institutionnels ont un projet de mémoire de master, de stage, sur un sujet environnemental. Et c'est de plus en plus demandé, ça a beaucoup de succès. Et la plupart de ces jeunes qui ont été primés, donc 25 ans tout, je crois, depuis 5 ans, l'essentiel sont dans une start-up, en créer une au service de métiers avec une plus-value environnementale, voire un métier dont le cœur est l'environnement. Est-ce que ce n'est pas justement l'arbre qui cache la forêt, 25 sur 50 000 étudiants? Est-ce que ce n'est pas justement le passage à l'échelle qui manque, à l'université comme ailleurs, mais... Le passage à l'échelle, ça va se faire par une prise de conscience, par des exemples, par des moteurs, et je dirais ce type d'activité ne doit pas être le tout, mais doit avoir un effet vitrine, d'entraînement, bien entendu. D'autres projets dans votre programme à signaler aux membres du Club de la Presse et aux Strasbourgeois qui nous écoutent? Alors, dans le projet qui est devant nous, c'est dans l'année qui vient, de repenser notre offre de formation et de recherche, puisque tous les 5 ans, nous sommes évalués. Et donc, nous devons établir un contrat quinquennal, à la fois sur nos projets, qu'est-ce qu'on va développer comme enseignement, et évidemment, là-dedans, il y aura aussi les questions de la pédagogie, on a parlé de la crise, quels sont les axes de recherche qu'on va développer, ou pas, et puis, ce contrat se signe aussi avec 6 associés. Donc Strasbourg est pilote d'un contrat avec l'État qui entraîne avec lui d'autres institutions, la Bibliothèque nationale universitaire, l'ENGES, l'INSA, la Haute École des Arts du Rhin, l'Université de Haute-Alsace et l'ENSAS, l'école d'architecture. Donc c'est avec eux qu'on fait ce contrat et qu'on porte donc des sujets importants, de même que ce que nous essayons de faire, c'est que les axes stratégiques de ce contrat de Ecor, Rhin supérieur et de Épicure se rejoignent. Alors vous en parlez là, Épicure, université européenne. Oui. Il y a d'autres universités en France, même Oui. beaucoup, qui ont été labellisées Oui. par l'Europe. Oui. C'est quoi une université européenne? Ça veut dire quoi? Une université européenne, c'est une université qui a déposé un projet qui associe au moins 3 pays européens qui ne sont pas dans son environnement habituel ou pas immédiat, sur un certain nombre de projets qui renforcent la collaboration,
plus une mise en chaîne des savoirs et de la recherche qu'une agrégation. Et donc, on fait un projet qui est analysé par la Commission européenne, et nous avons été dans la première fournée, il y en a eu 14, on a été dans la première, nous insistons beaucoup, dans Épicure, il y a le mot région, hein, nous insistons beaucoup sur l'Europe des régions, notamment parce qu'on a 2 partenaires allemands pour qui, vous le savez, la culture du Land est très importante. On a intégré Amsterdam, Thessalonique, hein, voilà nos racines à la fois humanistes et antiques. Hein. On a Mulhouse, et c'est assez original que 2 universités françaises soient acceptées dans une alliance. Karlsruhe, Fribourg-en-Brisgau. Malheureusement, on ne peut pas intégrer la Suisse parce qu'elle n'est pas éligible au fonds européen. Et on a Poznan, qui est une très bonne université, notamment dans le domaine de l'ingénierie. Et on a un partenaire qui est une université très récente, et là, alors tout à fait signe des temps, c'est l'université de Vienne qui s'appelle Bodenkultur, une université entièrement dédiée aux sciences de l'environnement. Donc ça vous donne la coloration. Vous formez un nouvel établissement ? Non, on forme une nouvelle alliance. Une alliance qui est pilotée par une université, en l'occurrence Strasbourg. Donc le président, le chairman, comme on dit, de cette alliance, c'est le président de l'université de Strasbourg, et qui développe des projets, évidemment, le but étant qu'ils soient financés. Et là, on est dans une première phase de mise à l'épreuve de 2 ou 3 grands projets qui doivent ensuite ouvrir la porte, comme dans les jeux, la deuxième porte qui est un financement beaucoup plus important. On va parler un petit peu de revenir aussi à l'année qui vient de s'écouler dans les rapports qu'a eu l'université en général, hein, avec la société. On n'a jamais autant parlé de sciences, au moins du côté des sciences médicales. On a aussi entendu beaucoup, sans doute trop, le terme de fake news. Avez-vous le sentiment que la parole des scientifiques sort un peu abîmée de l'année qui vient de s'écouler, ou au contraire, que la science a pris une place qui aurait dû toujours être la sienne dans le débat public? L'Alsacien va se risquer à une réponse de Normand. Oui, il est incontestable que notamment les atermoiements autour du vaccin, mais c'est autant les politiques que les scientifiques qui en prennent plein la figure, clairement. Après, je pense que cette crise a fait prendre conscience aux citoyens que certes on parle de la science, mais je vous fais remarquer qu'on parle des scientifiques. Et je pense que le français, moyen ou pas, n'avait pas conscience que la science est plurielle, contradictoire et passionnelle. Et donc, devant les écrans, on a eu des profs qui se... Bon, il y a eu quelques vedettes, voilà, le syndrome Raoult, bon, mais derrière ce qu'on en a fait comme caricature, il y a une vérité. Rappelez-vous, il y a 3 ans, on a eu un débat qu'on a dû arrêter parce qu'il y avait des menaces physiques contre des médecins. On a un débat sur la maladie de Lyme. Et à Strasbourg, il y a 2 médecins qui sont réputés pour être orthogonaux par rapport à un certain nombre de recherches ailleurs. Il y a des gens qui ne supportent pas ça. Alors que la communauté scientifique est, par définition, dans le débat et dans la pluralité. Ce qui nous manque, je ne sais pas si c'est typiquement français, c'est qu'on parle très vite, on part très vite du slogan à l'engueulade généralisée. La place du débat nuancé, argumenté, est un petit peu réduite. Là, la controverse s'est faite sur les plateaux de télé et sur les réseaux sociaux, avec des chercheurs s'agressant aussi les uns les autres. La controverse est une méthode, une discipline qu'on enseignait au XVIe siècle. Elle a été développée notamment par les jésuites. L'art de la controverse, c'est absolument formateur pour un étudiant et pour un scientifique. Mais quand ça devient de la bataille de pelochon, voire plus... D'abord, les gens, ils perdent leur latin, et surtout, là, le déficit est pour tout le monde. Je pense que ce qui manque, c'est vraiment le débat raisonnable, argumenté, et de reconnaître aussi, mais ça, je crois que beaucoup de scientifiques le font dans notre université, reconnaître avec humilité qu'on ne sait pas. Beaucoup disent, on ne sait pas, les variants, est-ce que c'est plus grave ou pas? Est-ce que le vaccin va servir à ceci ou cela ou pas? Donc, voilà. Ce que nous devons faire,
c'est de faire comprendre ça à nos citoyens. Le deuxième élément, ça c'est à la fois pour les politiques et pour les citoyens, c'est la science doit être indispensable dans les universités, indispensable à la société, c'est-à-dire que le financement de la recherche publique doit augmenter et non pas diminuer. Parce que, qu'on le veuille ou non, la recherche publique en France est probablement parmi le ratio entre chercheurs et résultats est probablement le plus élevé en Europe, voire au monde. Je parle de recherche publique. Donc on a des bons chercheurs, pas assez financés? Bien sûr, à Strasbourg, nous avons la chance d'avoir l'INSERM et le CNRS qui boostent le campus. On a 1200 chercheurs qui ne sont pas universitaires, mais qui sont d'organismes de recherche. C'est indispensable que cette communauté... Alors, tout le monde a applaudi les médecins pendant la première le soir. Je pense qu'il faut applaudir les scientifiques qui, à l'ombre de leur labo, travaillent jour et nuit. Encore une fois, on procède, mais ça c'est depuis Archimède, par essai et erreur. Einstein, aujourd'hui, il y a des choses qu'on conteste chez lui. Il n'en a pas moins fait avancer de manière déterminante les connaissances en physique. Et pour autant, le fait qu'il y ait, enfin, pour aller dans votre sens, le fait qu'il n'y ait pas eu un vaccin français, c'est un échec de la science française, du financement de la science française? Je suis mal placé pour le dire au point de vue, disons, politique. Au point de vue scientifique, non. Je pense qu'au point de vue scientifique pur, les forces vives sont là. Les forces vives sont là. Je pense que c'est le financement, c'est mal français typique, l'absence totale de collaboration entre organismes. Chacun dans son coin. Il y a Curie, les universités, l'INSERM, ça se cause pas toujours et l'État n'attend pas toujours au coin. L'État n'a pas toujours su faire travailler ces gens ensemble. Les forces vives, on les a. Les chercheurs, on les a. Autre sujet, mais de société, et qui pourrait passer un peu inaperçu alors qu'il y a une crise sanitaire qui parfois efface tout. On a vu se développer dans la société et dans les établissements d'enseignement supérieur la dénonciation de violences sexistes, sexuelles, de harcèlement. Récemment, ça a concerné des IEP, donc des instituts d'études politiques. Pas plus tard que cette semaine, l'École normale supérieure de Lyon. Est-ce qu'on en fait assez dans les établissements d'enseignement supérieur pour protéger les victimes, pour les écouter, pour donner des réponses à ces problématiques de harcèlement? On n'en fait jamais assez. Je pense qu'il y a aujourd'hui un effet MeToo, parce que très longtemps aussi dans les facs, les étudiantes souvent, ne faisaient pas confiance. C'est pas un procès que je fais, mais l'idée d'aller voir un doyen et de lui dire tel prof, etc., peur d'être saqué, peur de ne pas être cru, vous savez très bien. Hein, bon. Donc, on a fait une bataille avec une vice-présidente que j'ai chargée de ces dossiers depuis 4 ans, de convaincre les étudiants de l'absolue confidentialité de ce qui se passe dans nos bureaux. Ça a marché. Aujourd'hui, on a effectivement beaucoup plus de cas. Je ne dirais pas qu'il y a plus de cas réels, mais il y a plus de cas dénoncés. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un plafond de verre qui est en train de se briser. Après, c'est la difficulté, nous devons faire droit à ce qui est réglementaire et à ce qui est juridique. C'est-à-dire qu'il y a des procédures. Et du coup, parfois, certains ont du mal à comprendre que le président doit protéger, bien sûr, celle ou celui qui affirme être victime. Il n'y a pas à mettre sa parole en doute, mais il faut aussi accompagner, parce qu'il a des droits. On est encore celui ou celle qui est accusé. Souvent, c'est aussi des problématiques entre étudiants, et on pourrait être tenté de se dire ça ne me concerne pas. C'est ce qui est reproché aujourd'hui au président de l'École normale supérieure à Lyon. Oui. C'était un truc entre étudiants, je m'en occupe pas. Oui, nous avons eu le cas aussi de faits qui se sont même passés en dehors du campus et en dehors des horaires de cours. Ça concerne quand même le campus dès lors que, le cas que j'évoque pour Strasbourg, ce sont 2 étudiants qui, quel que soit le lieu et l'heure des faits, pas à l'université, vont revenir sur le campus. C'est-à-dire que là, il peut y avoir, pour le doyen de la faculté ou le président, à gérer une police en interne, protéger la victime, mais aussi assurer les droits du présumé coupable.
Autre sujet, on arrive bientôt au terme de nos échanges, donc on passe un petit peu, on fait des sauts de puce dans des sujets qui sont majeurs. Fait de société aussi, déclaration de la ministre de l'Enseignement supérieur évoquant l'islamo-gauchisme à l'université, polémique depuis des semaines qui dépasse largement l'université, mais fait intéressant, là où le monde universitaire dénonce globalement ses propos, le grand public semble donner raison à la ministre en disant qu'il y aurait un problème à l'université dans l'existence du coup de recherche orientée, de recherche empêchée. Que dit le président d'université face à ça ? Il dit que là, une fois de plus, ce que je disais avant, il faut le temps du débat et des arguments étayés. Ce que personnellement j'ai reproché, c'est le mot gangrène que la ministre a utilisé, parce qu'on peut peut-être parler d'une infection, c'est pas encore une gangrène, et encore, mais surtout, c'est quand elle a fait du CNRS une police de politique. Parce qu'elle a demandé une enquête. Ouais, bon, voilà, je mets ça sur le compte du surmenage. Après, si je suis honnête, cette notion d'islamo-gauchisme, elle existe historiquement. Si je prends la conférence que l'Internationale communiste a organisée en 1920 pour les pays d'Orient, donc dans l'euphorie de l'URSS et de la bolchevisation de cette partie de l'Europe, tout un courant de pensée des pays quand même essentiellement musulmans a été de dire, pour nous, la révolution bolchevique va passer par une prise de conscience de la religion musulmane comme vecteur d'un djihad révolutionnaire. Donc là, le concept est posé là. Quand Taguieff, en 2000, dans une chronique, montre la difficulté qu'on a aujourd'hui de séparer le discours politique libérateur, c'est plutôt à gauche, que les pays qui ont été colonisés sont essentiellement des pays du Maghreb, et que donc la révolte de ces gens, c'est aussi une révolte qu'il faut analyser à l'aune de la religion musulmane, n'est pas non plus une erreur. Vous voyez, quand Jean Birnbaum, il y a 4-5 ans, homme de gauche, rédacteur en chef du Monde des livres, écrit à sa propre famille politique qu'il est inquiet d'un certain nombre d'amalgames, d'approximations et de dérives, tout ça fait qu'il y a place pour un très intéressant débat sur l'évolution de la gauche et de ses idées, sur l'évolution du discours identitaire de droite, de plus en plus repris par des hommes de gauche. Donc c'est même très passionnant comme débat. Mais, encore une fois, la manière dont ça a été dit, on le voit, et c'est encore plus récent, et derrière il y a aussi le débat autour de l'UNEF, des réunions genrisées, racisées, etc. Là aussi, l'idéologie, la caricature prend le dessus, alors que c'est comme on dit, un vrai sujet. Et alors à l'université, des chercheurs sont-ils à Strasbourg, sont-ils empêchés de conduire certains travaux? Est-ce que ça vous remonte? Est-ce que vous pouvez y faire quelque chose, y contribuer à ce débat? D'abord, ma mission de président, c'est d'assurer la liberté académique de chacun. De chacun. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas des limites, justement? C'est un peu ça le débat public, il faudrait limiter les sujets sur lesquels travaillent certains chercheurs, ou y regarder de plus près. Alors, limiter les sujets, non. Pour moi, il n'y a pas de sujet tabou. Non, limiter les sujets, il n'y a pas de tabou. Ce qu'il faut faire, c'est de respecter l'éthique universitaire, qui est d'enseigner dans la pluralité des opinions, dans des argumentaires étayés et dans l'acceptation du débat contradictoire. Voilà. Nous avons des cours qui touchent au racisme, au genre. Dans certaines écoles et IUT, on a depuis quelques années des formations en première année sur les a priori et les stéréotypes liés au genre. C'est apprécié des étudiants, mais on n'y fait pas d'idéologie. On y fait un travail d'analyse de la presse sur la place des femmes dans telle ou telle corporation, dans tel ou tel journal. Donc ça doit avoir lieu, ça traverse les générations. Ce qui ne peut pas être accepté, c'est quand, sous prétexte de défendre des valeurs, on interdit à des personnes de prendre la parole. Et dans beaucoup d'universités,
des présidents ont été pris à partie et ont dû, à leur corps défendant, interrompre des conférences parce que la sécurité des gens n'était plus assurée. Et ça, c'est pas l'université. On n'a pas le droit de faire ça à l'université. Il faut laisser toutes les opinions, même celles qui sont les plus éloignées des vôtres, s'exprimer. Politique toujours, on revient à des sujets plus locaux, et vous l'avez évoqué d'ailleurs à plusieurs reprises, vous avez évoqué l'Eurométropole, les collectivités. Strasbourg fait partie de ces villes qui ont changé de majorité politique. Aujourd'hui, est-ce que pour une université, ça a un impact, et prenons le cas de Strasbourg, d'avoir une mairie écologiste? Est-ce que c'est un sujet pour vous? Bien entendu que cette nouvelle municipalité et l'Eurométropole dans la foulée fait état de priorité. C'est ça la politique. Ils ont été élus parce que les citoyens disaient ben voilà, ça me plaît, je veux ça. Après, il y a des relations habituelles avec l'université qui ne sont pas affectées principalement par ce changement politique. Que dans les appels à projets, dans les priorités, la maire et la présidente de l'Eurométropole fixent d'autres ambitions que leurs prédécesseurs, ça se voit déjà. C'est pas à moi de dire quelle doit être la priorité. Moi, j'ai les réponses à donner. C'est-à-dire sur quel projet pouvons-nous mettre d'accord. Cela dit, depuis que l'université existe, il y a toujours eu de la part des politiques une vraie coalition gagnante pour que l'université continue d'avoir le rayonnement et d'avoir l'attractivité qu'elle représente. C'est quand même un facteur d'attractivité. On parlait tout à l'heure du Parlement européen. Il y a une réalité politique qui sait ce qu'elle doit à l'université, c'est l'Eurométropole, l'attractivité de Strasbourg. Avec les étudiants, les chercheurs et tous les personnels, c'est évident que nous avons partie liée. Les premières relations sont très bonnes. Et évidemment, le droit de l'un et de l'autre d'avoir ses priorités sont reconnus. Nous allons nous entendre sur un certain nombre. Par exemple, nous avons signé le pacte. Nous sommes signataires du pacte pour une Eurométropole durable, qu'on a signé avec un certain nombre d'autres partenaires. Donc nous nous engageons évidemment sur un certain nombre d'actions politiques. L'université, l'attractivité, on est dans un club de la presse qui regroupe des communicants et des journalistes. C'est une marque, l'Université de Strasbourg ? Je crois que ça le devient. Je crois que ça le devient progressivement. Mais une marque, elle est d'abord de qualité par les produits qu'on y réalise, donc la qualité de notre recherche, la qualité de nos diplômes, et puis par ses ambassadeurs, c'est-à-dire nos meilleurs clients, c'est nos étudiants. Et ces étudiants sont ambassadeurs, je dirais de manière extrêmement positive par rapport à la qualité des formations qu'ils reçoivent. Donc oui, c'est une marque. Le fait d'être unique et d'avoir juste le nom de la ville, c'est ce qu'a dit le premier président de l'université de Strasbourg. Et je crois que la maire et la présidente de l'Eurométropole ne m'en voudront pas. On aura réussi notre pari le jour où quelqu'un à Pékin ou quelqu'un à Novosibirsk dira « j'ai fait Strasbourg », sous-entendu ni la guerre, ni le marché de Noël, mais l'université. J'ai fait Harvard, j'ai fait Strasbourg. C'est pas encore tout à fait le cas. Mais j'étais à Strasbourg, je peux vous dire, c'est déjà assez spectaculaire de ce qui se dit. Bon, on arrive à la fin de cet échange. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Une rentrée normale, c'est possible ça pour la suite? C'est ça qu'on peut... Elle sera normale dans une jauge limitée, c'est clair. On est à 4 mois de la rentrée, c'est impensable qu'elle soit normale, mais on va faire en sorte que le maximum de présentiel puisse être assuré. Nous sommes prêts, on en a le désir, on a tout ce qu'il faut. C'est l'arme, l'arme fatale, c'est la victoire des forces du bien sur le Covid. C'est le politique qui donne le go-no-go, bien entendu. Si demain on a le go, on y va. Avec enthousiasme même. Bon, on sera là pour le suivre. Merci à vous, Michel Denneken. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux lives du Club de la Presse.